Il était une fois un homme qui soupçonnait sa femme d'être infidèle. Il engage un détective privé pour la filer et obtenir des preuves de cette infidélité. À leur première rencontre, le détective lui apporte des photos de sa femme avec un autre homme dans un parc. Alors le mari soupçonneux regarde ces photos et se dit « Oui, bon, c'est dans un parc, peut-être elle est avec un collègue de travail, peut-être elle est à la pause déjeuner. C'est pas suffisant pour moi, ça démontre pas une infidélité. » Il demande au détective d'enquêter davantage, de lui apporter plus de preuves. La semaine suivante, le détective revient vers le mari et lui propose des photos de sa femme avec ce même homme dans un restaurant. Alors le mari se dit pourquoi ma femme n'aurait pas le droit d'être au restaurant avec quelqu'un que je connais pas? Après tout, si elle ne me trompe pas, elle peut tout à fait passer un moment avec un autre homme en tout bien tout honneur. Il n'y a pas de problème, il me faut plus de preuves. La semaine d'après, le détective apporte une photo de cette femme et de ce couple illégitime dans un hôtel. Comment réagit le mari? Toujours de la même manière. Il lui en faut plus. Aucun indice, aucune preuve ne suffira à le convaincre en fait que sa femme est infidèle. Si on est dans la confiance absolue, si on a une sorte de foi absolue, alors toutes les preuves qu'on pourra nous donner qui iront contre cette croyance, on va les rejeter. Une foi absolue, une confiance absolue, ou peut-être un déni, ou alors un intérêt à croire en quelque chose. Si par exemple la femme de ce mari est très riche et que cet homme a besoin d'elle pour ses finances, il ne voudra pas voir qu'elle est infidèle et qu'elle le trompe. Ou alors peut-être que cet homme veut rester dans le confort de penser qu'il n'y a pas de problème. Ou alors peut-être que cet homme n'a jamais été trompé ou trahi et pour lui c'est tout simplement impensable que ce soit possible. C'est ce que dit à peu près Bergson quand il dit « l'œil ne voit que ce que l'esprit est prêt à comprendre ». On ne peut pas imaginer par soi-même quelque chose dont on ignore complètement l'existence. Ce que mon esprit n'a jamais pu imaginer, si ça se présente devant moi, mes yeux ne le verront simplement pas. On voit ça dans les spectacles d'hypnose. Quand quelqu'un est en transe, il est facile de lui suggérer qu'il est dans une autre réalité. C'est ce qui se passe quand on reçoit des informations désagréables qu'on n'a pas envie d'entendre ou qui, si elles étaient vraies, remettraient drastiquement en cause nos choix, notre mode d'existence, etc. Il est parfois plus simple de rejeter une information qui nous met dans un inconfort plutôt que de changer de comportement, de changer de vision des choses. Je ne vous apprends rien. Et parfois on a du mal à percevoir la réalité, non pas parce que nous sommes dans le déni, mais parce que nous avons été manipulés. C'est ce qu'on appelle en psychologie le gaslighting. Le gaslighting, c'est une forme d'abus mental dans lequel l'information est déformée ou présentée sous un autre jour, omise sélectivement pour favoriser l'abuseur, ou faussée dans le but de faire douter la victime de sa mémoire, de sa perception, de sa santé mentale. Les exemples vont du simple déni par l'abuseur de moments pénibles qu'il a pu faire subir à sa victime. Ça peut aller jusqu'à la mise en scène d'événements étranges afin de la désorienter. Et dans le cas présent, la victime, c'est nous, et l'abuseur, c'est, on va dire, l'autorité scientifique, l'autorité politique, l'autorité financière.
Le gaslighting permet une forme de transe qui amène la victime à ne plus s'appuyer sur ses propres perceptions pour évaluer la réalité. Mais au contraire, elle va déléguer le travail, entre guillemets, le travail perceptif à une autorité qui, comme un commentateur de foot, va superposer son discours à l'action pour la reformuler. Qui est victime du gaslighting? Quelqu'un qui est sous emprise, sous dépendance. Qui a intérêt à tenir les gens sous emprise? Les gouvernements, bien sûr, pour le contrôle de la population, pour l'emprise physique, et les religions pour l'emprise psychique, morale. Depuis notre naissance, nous avons grandi dans un système de croyances qui a influencé notre vision de la réalité. Ceux qui ont déjà fait un travail approfondi sur eux-mêmes sont capables, a posteriori, de reconnaître que dans leur vie, parfois, ils ont eu une vision biaisée des événements, due à leur propre système de croyances. Énorme travail que de prendre la pioche pour taper sur le granit de notre système de croyances acquis. D'expérience, je peux vous dire que c'est très dur. D'expérience, je sais aussi que les débats ne servent à rien. Le fait d'être en confrontation avec quelqu'un qui propose une autre vision des choses nous fait crisper davantage, nous fait nous crisper sur notre matrice personnelle. On commence à la défendre bec et ongle. Ce n'est donc pas dans les conditions d'un débat qu'on peut changer sa vision de la vie. Une simple information, même une preuve tout à fait décisive, n'aura aucun impact sur notre système de croyance si nous ne l'avons pas questionné préalablement, si nous n'avons pas pris conscience préalablement de sa relativité. Ce système de croyance acquis inclut des réponses aux questions que les hommes se sont toujours posées, en tout temps, en tout lieu. Les enfants commencent par se poser la question des limites de leur perception. Quand on joue à coucou-bœuf, quand on se cache et quand on se montre à un bébé pour lui montrer que quand il ne nous voit pas, nous sommes encore là, ça fait partie de ce processus d'apprentissage des limites de la perception d'un enfant. Savoir ce qui existe et ce qui n'existe pas. On utilise les contes pour montrer que dans un discours, dans une narration, on peut parler de choses qui n'existent pas. L'enfant apprend aussi à connaître les limites de son pouvoir sur les autres quand on lui dit non. Il apprend à connaître aussi les limites de son corps quand il n'arrive pas à faire ce qu'il aimerait faire avec son corps. C'est passer à l'âge adulte que de comprendre, que de connaître nos limites. Mais ce passage n'est pas effectué finalement par tous les adultes qui restent parfois dans une certaine immaturité vis-à-vis de leur système de croyances acquis pendant l'enfance. Nous sommes tous passés par là, et plus tard, ou même parfois très tôt, on se pose la question de l'origine de l'univers, de l'origine de l'homme, de la vie, le but de l'univers, le destin de l'homme, la cause de l'univers et de la vie. Ces réponses qui nous sont apportées sur un plateau, en quelque sorte, forment notre réalité. On va aller plus loin que Bergson qui dit qu'on ne peut pas voir ce qu'on ne comprend pas, si on dit que notre œil voit ce que notre esprit croit. Ceux qui nous gouvernent connaissent parfaitement le fonctionnement psychique de l'être humain. Les sciences sociales se sont développées au XXe siècle au prix d'expérimentations humaines douloureuses, allant parfois jusqu'à la torture mentale. Je pense au travail, entre guillemets, des nazis, qui étaient des grands scientifiques. Je pense au MK Ultra,
Et on pourrait voir aussi, par exemple, l'expérience de Milgram un peu plus innocente, comme finalement une séance de torture du cobaye. Toutes ces recherches en sciences sociales ont permis de développer des outils de contrôle social. Ce n'est pas un mystère, à l'ère de l'ingénierie sociale et du neuromarketing. Ce n'est pas être idiot que d'être tombé dans le panneau de la Terre en forme de boule. C'est juste être humain et plutôt confiant dans l'humanité. Si on n'a jamais été trompé ou trahi, c'est difficile en fait d'imaginer que cela soit possible. Comme dit à peu près Simone Weil, l'humain s'attend à ce qu'on lui fasse du bien plutôt que du mal. Le mal causé par les autres reste toujours inattendu d'une certaine façon. Et ça nous décontenance, ça nous déboussole. D'après Weil, le bien auquel nous nous attendons de la part d'autrui, c'est ce que nous avons de plus sacré. Ce bien est sacré. Il n'est donc pas question de douter de l'humanité entière, de commencer à imaginer que l'humanité dans son entier est mauvaise et nous veut du mal. Ce serait non seulement une manifestation de paranoïa, mais c'est aussi, je crois, un péché contre l'homme et contre Dieu d'abandonner cette confiance. La confiance qu'on accorde aux autres, le fait qu'on s'attende à ce qu'ils nous fassent du bien plutôt que du mal, nous permet de vivre en paix. Il ne faut donc pas douter de l'humanité entière, mais par contre, peut-être faut-il douter de ceux qui nous ont déjà trahis. Et trahis bien des fois, depuis bien longtemps. D'accord, les gouvernements nous ont trahis, mais penser que la Terre est plate, la proposition est presque comique, n'est-ce pas? Impossible à envisager presque. Tant notre image de cette boule forme finalement la connaissance de base de tout être qui censément sort de la barbarie, de l'ignorance. C'est vraiment la connaissance emblématique, la Terre boule qui tourne. On peut ajouter que questionner cela sérieusement, questionner ce modèle avec sérieux, c'est mettre immédiatement fin à toute carrière universitaire possible, même dans l'enseignement, n'importe quel enseignement. Ça veut dire aussi peut-être perdre des amis, éventuellement briser son couple. Qui a envie d'être persécuté? Il n'y a en fait aucun intérêt à remettre en cause ce paradigme qui tient toutes les croyances de notre société. Qui a envie d'être persécuté, mis au banc, moqué, humilié? Pas moi en tout cas. D'abord, j'ai compris que les images des agences spatiales étaient bidons. Au bout de quelques visionnages, ça saute aux yeux, ça s'impose subitement à l'esprit. La première fois que j'ai entendu parler de la Terre plate, j'ai ri. La deuxième fois, j'ai pris peur. Puis a suivi la recherche des preuves de la boule. Parce que je me suis dit, si la Terre est vraiment plate, ça a tellement d'implications sur ce que je crois savoir, il faut vraiment que j'enquête, il faut que je sache si ça tient. Parce que j'aurais préféré rester sur mes croyances de la boule qui tourne dans l'univers. Ça aurait été plus simple, plus confortable. J'aurais eu l'impression de vivre dans un monde plus normal, plus juste. Mais j'ai donc entrepris des heures de recherche pour connaître d'abord les preuves de cette boule, savoir sur quoi on s'appuyait pour nous enseigner ça, et puis d'autres heures de recherche pour connaître les autres modèles possibles. Et comme l'homme qui soupçonne sa femme d'infidélité, il m'a fallu
des dizaines, voire des centaines de preuves qu'il fallait douter du modèle qui nous est appris à l'école. Encore aujourd'hui, je n'affirme pas que la Terre est plate. Non pas qu'elle soit sphérique, certainement pas, parce que c'est en fait impossible. Mais je n'affirme pas que la Terre est plate parce que j'ai conscience que j'ai déjà été dupée une fois. Alors aujourd'hui, ma conviction c'est que la Terre est plate et au centre de l'univers, comme le pensaient les hindous, les juifs, les musulmans, les bouddhistes, les incas, les grecs, les romains, les dogons, etc., etc. Aujourd'hui, pour moi, ce modèle ancien semble tout à fait opérationnel et légitime. De là à l'affirmer, je m'en garde. Ce qu'il est intéressant de noter, c'est que aujourd'hui, de nos jours, que tu sois hindou, chrétien, bouddhiste, tu crois que la Terre est une boule. Pour moi, ça s'appelle donc une religion mondiale, c'est-à-dire c'est une croyance qui traverse tous les systèmes religieux et politiques. C'est ce qui unit à travers les identités culturelles, personnelles et collectives. La croyance dans la boule qui tourne dans l'univers est une religion mondiale. Si le sujet de la Terre plate aujourd'hui est si moqué, si les platistes sont si persécutés, si humiliés, c'est précisément parce qu'ils remettent en cause cette religion mondiale qui est déjà là, qui n'est pas à venir comme on le suppose, mais qui est déjà là, qui existe déjà. C'est donc dangereux pour le pouvoir, dangereux pour l'autorité, et dangereux aussi pour ceux qui ne voudraient pas voir la trahison. Alors si vous êtes ici, c'est peut-être parce que vous avez déjà été trahi et que vous savez que la trahison est possible. C'est peut-être parce que vous comprenez que quelque chose ne va pas dans le système de croyance qu'on nous a implanté. C'est certainement parce que vous êtes courageux, parce que vous cherchez la vérité au-delà du confort. Parce que pour vous, la liberté n'est pas un vain mot, et la liberté de penser ne se limite pas à ce que peuvent en dire certains. Mais n'ayons pas peur. La recherche de la vérité ne nous fera jamais du mal. Elle nous mettra sans doute dans un inconfort provisoire, mais l'objectif, le but, c'est de ne plus se bercer d'illusions. Ça évite les trahisons, ça évite la confusion, la manipulation. Alors je vous emmène bientôt avec moi pour essayer de mettre toutes nos questions sur le tapis. J'ai proposé de faire une séance live sur la question de la Terre plate, où je vais vous parler du modèle ancien, tel qu'il a été connu pendant des milliers d'années par toute l'humanité sur cette terre, avant que ne survienne la religion copernicienne en Europe, qui s'est diffusée après partout sur la terre. Je vous invite à faire ce voyage avec moi, en gardant les yeux ouverts, le cœur ouvert aussi. Donc renseignez-vous bien sur le modèle ancien autant que faire se peut. Ça se passe beaucoup par des vidéos, mais on a aussi des articles en ligne sur le sujet, afin de pouvoir dégager quelques questions auxquelles je vais essayer de répondre pendant ce live. Alors je vous préviens tout de suite qu'il n'y aura pas de débat. J'ai beaucoup pratiqué le débat et je sais ce que ça vaut. Il s'agira donc d'un exposé avec des questions
Et le débat ensuite, alors, se fera intérieurement. Le débat est intérieur, dans la confrontation entre des documents différents, dans la comparaison entre les deux modèles. Nous ne débattrons pas sur ma chaîne. Alors, je vous dis à bientôt, et puis merci de m'avoir écouté. Ne vous laissez pas abuser par cette religion mondiale, parce que ça va bien plus loin que la forme de la Terre. Ça a une dimension, une portée métaphysique et spirituelle qui influence profondément notre quotidien. À bientôt les amis. Merci de m'avoir écouté. And I'm 8 years old, and I'm going to be teaching you about flat Earth. So first we're going to start off with gravity. Gravity is a theory, not a fact. Mass attracting mass has never been proven properly. This happened in 1666. An apple fell on Isaac Newton's head. It must have been a big apple for him to believe in gravity. Gravity is fake because density and EMF are making things drop, not gravity. There is iodine salt in this cup and no iodine salt in the other cup. There is 2 cups of water with an egg. One with iodine salt, one with no iodine salt. This one has iodine salt and it has electricity because electricity is pushing the egg up. On the other one has no electricity in it because the egg is denser than the water. Density and surrounding medium with EMF. That stands for electromagnetic frequency. If gravity can't be proven and Earth is 70% water, we know water stays level, then 70% of Earth is level. Now we are going to move on to the globe and our flat Earth. So say there's a boat just cruising on the bottom of the Earth. It would fall into space, and space is fake. If space was real, stars would have parallax, but they don't. So it would just fall into space. And this is for anything that can't go upside down. If people believe that the Earth is round, people don't walk upside down. Same with a boat. It doesn't sail upside down. They think this is true on that. Well, no, it is not. This is our true flat Earth. And the thing around it is the firmament. I'm going to tell you how the firmament is real. The firmament is real because air pressure has to be contained, just like in a tire. Now we are going to move on to seasons and the sun. The spinning ball globe believers say that the sun is 93 million miles away. The globe depends on parallel rays for the seasons. All you have to do is use your God-given eyes to see we have corpuscular rays from the sun. Corpuscular rays proves we have a local sun. That proves everything about seasons and the sun. Now we are going to move on to a sun, moon, and earth depiction. The sun is shining on the moon and the moon is shining on the earth. Why is it not shining its temperature on earth? Well, me and my dad did an experiment one night on a full moon, and we used a laser thermometer to check the moon's light and its shadow. The moon's light was colder than its shadow, so that proves the light is colder than its shadow, and proves that the moon has its own light. The sun is not reflecting its light on the moon. The moon has its own light.
Thank you for watching my flat earth presentation. I hope you guys liked it. And Jesus Christ is the way, the truth, and the life. Just remember, the truth does not fear investigation. Thank you for watching. Bye.